du plaidoyer, c'est vraiment notre devoir. Nous devons faire en sorte que les nécessaires équilibres existent entre la nécessité pour la Commission nationale des droits de l'homme de mener ses missions et la nécessité de protéger les droits et leur exercice en toute objectivité. Et il faut aussi protéger la substance de l'État. Parce que quand on parle des droits de l'homme, c'est parce que la substance de l'État existe. Donc notre rôle, c'est de jouer à cet équilibre difficile, donc pour essayer de faire en sorte que chacun puisse jouer sa partition. Et pour la relecture des textes, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il est temps de relire ces textes et nous serions très heureux de pouvoir commencer le travail par un draft que vous pourrez nous présenter. On va enrichir à travers la commission permanente législative et faire les autres circuits pour adopter un texte vraiment qui nous permettra de relever les défis actuels et futurs. Et cela dit, le retard a été accusé à cause d'une situation. J'étais en train de faire un décompte des actes de violation de mes droits humains de la part des organisations qui se disent défenseurs des droits humains. Vous voyez, une organisation internationale de grande renommée, censée être une organisation de défense des droits humains, qui m'envoie physiquement toutes ces lettres. Vous voyez, toutes ces lettres et plus de 8000 messages dans ma boîte mail pour demander la libération d'un seul individu qui a été poursuivi et jugé, condamné par la justice malienne. Un seul individu, 8000 messages dans ma boîte mail. C'est pratiquement du harcèlement. Et vous voyez ces correspondances-là, ça pleut. C'est pour vous dire, quelque part, que cette question des droits de l'homme, il y a une certaine perception à avoir de cette question-là. Ces organisations, qui les financent? Nous savons que qui finance, commande. Beaucoup sont en mission. Un individu qui est poursuivi pour des actes qu'il a posés, qui est jugé par la justice souveraine du Mali, et on inonde ma boîte de messages mail, ma boîte aux lettres, pour demander de libérer cet individu, de faire annuler les condamnations illégales, illégitimes, avec tous les qualificatifs péjoratifs que vous pouvez imaginer. Donc c'est pour vous dire quelque part que la question des droits de l'homme n'est pas à l'abri de l'instrumentalisation et de la politisation. Et c'est ce qui se passe. On tue certains, tout le monde pleure. On tue d'autres, silence radio. On tue des terroristes armés, on dit bon, on a tué des civils. On tue des femmes et des enfants, aucune réaction, pas de condamnation, pas de compassion. Tout ça, nous l'avons vécu. Donc c'est pour dire que c'est une guerre dans laquelle sont les gens qui cherchent à atteindre les États par ces canaux-là. Si on ne peut pas vous atteindre économiquement, on ne peut pas vous atteindre sur d'autres dimensions, on vous cherche sur le terrain des droits de l'homme. Et vous avez la lourde mission de veiller à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Donc il est important que tout cela soit intégré. Rien ne se fait de manière anodine. Ce que je vais vous demander, comme je l'ai dit dans les discours, c'est de rester objectif. Parce que l'objectivité, c'est particulièrement important. Sinon, vous avez vu récemment, à la veille de notre passage au Conseil des droits de l'homme à Genève, on fait des publications pour dire, voilà, il y a eu des massacres d'une dizaine de personnes et que c'est l'armée malienne. Or, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'éléments de preuve et l'armée n'est même pas en opération dans la zone. Vous voyez? Moi, j'ai pris le soin de vérifier tout ça. L'armée n'est pas en opération dans cette zone. Et vous voyez des gens qui se permettent d'accuser gratuitement, sans la moindre preuve. Des choses comme ça ne se fait pas.
Moi, je crois quand il y a des choses qui arrivent, il faut appeler l'État à mener des investigations pour faire la lumière. Je comprends ça c'est objectif. Mais qu'on indexe clairement quelqu'un sans avoir fait d'enquête, franchement, c'est tout simplement pas croyable. Donc, vous voyez, et ces organisations qui font ces choses, vous allez être surpris quand on va les nommer. C'est Amnesty International, la fameuse Amnesty International qui partout crie violation des droits de l'homme. C'est elle qui est en train de me surcharger comme ça. Voilà, ma boîte. Voilà. Bon. Est-ce que les gens peuvent croire que les choses se font en toute objectivité dans la question des droits de l'homme? C'est difficile. Donc c'est pourquoi, en tout cas, je vous invite à être vraiment très équilibré, à être objectif dans tout ce que vous faites. Pas de conclusions hâtives, pas d'accusations infondées. Je crois que ça, c'est des choses que vous saurez maîtriser. Les efforts, nous sommes en train de les faire dans un contexte difficile. Peu de pays au monde feraient ce que le Mali est en train de faire en termes de promotion et de protection des droits de l'homme s'il s'était retrouvé dans la situation où nous sommes. Peu de pays, je vous dis. Et c'est là avec beaucoup de fierté. Peu de pays peuvent se permettre de faire ce que nous faisons en matière de protection des droits de l'homme. Peu de pays. Et dites-vous aussi que il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de violation des droits de l'homme. C'est les niveaux de violation qui diffèrent et les domaines dans lesquels ces violations interviennent. Un autre élément à intégrer, c'est le relativisme culturel. Ce relativisme culturel doit être pris en charge. Ça doit être pris en compte dans l'appréciation des choses. Si dans un pays donné, on peut insulter le président de la République, on peut insulter toutes les autorités qui dirigent, insulter son père et sa mère, et on dit que c'est la liberté d'expression, ce n'est pas le cas dans la société malienne. Nos valeurs n'acceptent pas qu'on puisse insulter une figure tutélaire. Ce n'est pas possible. Donc le relativisme culturel est à intégrer. Et c'est pourquoi les législateurs maliens ont décidé d'ériger ces comportements en infraction à la loi pénale, et c'est dans le code pénal. Et quand nous appliquons notre code pénal, on nous dit, voilà, vous fermez l'espace civique. Ce n'est pas vrai, on n'a jamais fermé l'espace civique. Cela est vraiment important. On n'a jamais fermé l'espace civique. Malgré le contexte que nous traversons, nous n'avons jamais pris des textes d'exception pour limiter l'exercice des libertés publiques. Ce n'est pas arrivé. Les textes qui existaient avant, ce sont les mêmes textes qui sont là. Ce qui a changé, compte tenu de la fragilité dans laquelle nous sommes en train de faire une application beaucoup plus rigoureuse des textes. En temps normal, quelqu'un peut dire tout ce qu'il veut. On ne dit rien. On ferme les yeux là-dessus, ça passe. Mais quand on est dans un contexte de fragilité, on ne peut pas permettre que les gens disent tout ce qu'ils veulent, surtout en incitant les gens à la révolte. Ça, ce n'est pas possible. Quand il y a cela, vraiment on agit. Et c'est la responsabilité de tout État responsable au monde le fait. On a fermé France 24, TV5, on nous a fait des reproches. Mais quand la guerre a éclaté en Ukraine, ces mêmes pays ont fermé tout ce qui est médias russes. Voilà, ils ont fermé. Donc, voilà. Ils ont fermé pour se protéger. Voilà. Donc, c'est vous dire que dans cette question des droits de l'homme, il faut tenir compte de certains paramètres. Cela est vraiment important. Je tenais vraiment à les rappeler pour que cela puisse vraiment être intégré dans les grilles d'analyse que vous avez. On ne vous demande pas de ne pas relever les manquements. C'est votre devoir. Relevez les manquements, mais faites-les en toute objectivité. Faites-les dans la courtoisie, faites-les dans le respect. C'est ce qui est demandé.
Mais que des gens se lèvent, voilà, donc l'armée est allée, l'armée a tué à tel endroit, l'armée n'est même pas en opération là-bas. Dites qu'il y a eu des morts d'hommes et des enquêtes doivent être menées. On est d'accord, on va mener des enquêtes pour savoir qui c'est. Et nous n'avons aucun intérêt à protéger qui que ce soit, parce que les droits de l'homme, c'est dans nos gènes. Hein. Nous sommes les dignes héritiers de la charte de Kourkan-Fouga. Et chez nous, chacun doit voir ses droits respectés. Donc c'est pourquoi nous faisons tout pour que les droits soient respectés. Nous reconnaissons certes que dans certaines situations c'est difficile, mais nous faisons du mieux que nous pouvons pour que la primauté des droits soit consacrée. Et cet effort-là, il doit être reconnu et salué. Malheureusement, au lieu de reconnaître cet effort et de le saluer, on cherche à nous tirer vers le bas et à nous enterrer. Donc, en tout cas, cette dimension est là et elle doit vraiment être bien comprise. Donc, en tout cas, cela dit, nous, notre disponibilité est vraiment totale à vous accompagner, à vous soutenir dans toutes les actions que vous mènerez. Et les conseils ne feront pas défaut. Et les portes sont toujours ouvertes. Et n'hésitez pas, venez, on en parle, on anticipe. Dans beaucoup de cas, l'anticipation vaut mieux que de jouer au sapeur-pompier après. S'il y a des situations, alertez. Et toutes les alertes ne sont pas forcément aussi des écrits. Quand on va à l'écrit, ça veut dire qu'on a atteint un certain niveau. Sinon, on a vu beaucoup de cas où, dans les missions de monitoring, l'équipe sortante est allée constater certaines situations qui ont été signalées. Immédiatement, on a pris des dispositions parce que ces situations existaient parce qu'on les ignorait. On ne peut pas corriger ce qu'on ne connaît pas. Mais maintenant, quand c'est signalé, on corrige. Ce côté est vraiment très important. Donc, nous sommes vraiment disposés à travailler étroitement avec vous, à vous aider à réussir votre mission. Donc ça, c'est vraiment quelques mots que je voulais partager avec vous avant les mots en langue.